élever ma fille tout le temps non-stop, c'est lourd. Du coup, il y a certaines choses, j'oublie des anniversaires, par exemple. Je fais moins attention à d'autres choses. Oui, parce que ta fille te prend beaucoup de charge mentale et qu'effectivement, t'as pas de sas de décompression, que ce soit pour des semaines. Ok. Donc c'est ça qui est dur, oui. Le regard de la société aussi est dur. Dans quel sens ? Professionnellement. Quand tu arrives sur des postes à responsabilité, voilà, j'avais un poste où je travaillais le week-end, les jours fériés, et puis le soir, c'est juste plus possible. Ok. Oui, voilà. Bah oui, dans ce sens-là. Voilà. Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, ok, en fait, la meuf, elle est capable de tout gérer. En fait, en gros, c'est Wonder Woman, quoi, tu vois. Donc, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Wonder Woman. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est donc avec Lise. Salut Lise. Bonjour Fab. Ça va ? Oui, et toi ? Ça va bien. T'es un peu intimidée. Je te sens un peu... Ouais, c'est normal, c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Comme je te dis, on se connaît pas. Mais moi, ça fait 2 ans et demi que je t'écoute. Ouais. Et en fait, si j'ai commencé à t'écouter, c'est parce que tu as parlé de ton divorce. Et moi, j'étais en pleine période de divorce. Donc, du coup, ça a fait écho chez moi. Et puis après, j'ai tout écouté. J'ai tout écouté, Fabflo. Ok. Écoute, bienvenue. Tu m'as envoyé un mail au début de l'été pour me raconter ta situation personnelle et particulière. Et t'es maman solo, en fait. C'est ça, je crois qu'on peut le dire comme ça. Tu te définis comme ça, d'ailleurs, je crois, dans le mail. Oui, c'est de ça dont j'avais envie de parler. De ta situation. Ouais, de maman solo, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et les mamans solo sont complètement invisibilisées. Je suis d'accord. Où c'est normal d'élever son enfant parce qu'on est une mère. Or, non, en fait, c'est super galère. C'est pas... Oui, je comprends. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir parler du fait d'être maman solo, en particulier ? Je crois que c'est une colère face à cette invisibilisation de la société et puis au fait que aux obstacles qu'on peut rencontrer ou au retour des gens qu'on peut avoir à un moment c'est plutôt j'en ai marre quoi. C'est quoi OK. C'est quoi le type de retour des gens comme tu dis? Que pour certaines personnes c'est t'es maman solo mais t'es une mère donc c'est normal de t'occuper de ton enfant même toute seule. C'est pas grave. T'es une mère, donc c'est ton job. C'est ton job et c'est limite ta mission. Voilà. Et c'est pour ça que t'es sur Terre. C'est ta mission divine, quoi. Voilà, à un moment donné, c'est un peu ça. Et puis bon, en même temps, vous naissez femme, vous êtes là, vous naissez aussi pour accoucher, donc. C'est votre job. Voilà, vous êtes aussi là pour vous occuper des mômes une fois qu'ils sont nés, quoi. Sauf que moi, je l'ai pas choisi. C'était pas mon projet de vie. Ok. Voilà, il se trouve que j'ai passé 18 ans avec quelqu'un et c'est moi qui suis partie. Ok.
Au départ, on a commencé par faire une garde alternée. Donc, tu découvres ce que c'est que la garde alternée. Alors, il faut que je précise que dans mon entourage, personne n'est divorcé. Ça se fait pas dans ma famille de divorcer. Ok. J'ai pas d'exemple de maman solo non plus. Et Donc, déjà, rien que ça, j'imagine que par rapport à la famille, à tous tes amis, etc., c'est pas simple. Dans mes amis, si, j'ai quelques amis qui sont divorcés, mais dans ma famille, non. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. Parce que j'ai la chance d'avoir une famille assez bienveillante. Donc ça a été. Et tu le savais avant de te séparer ou de divorcer que ça allait bien se passer avec ta famille? Tu sentais que ça allait c'était pas passer? la question, j'avais besoin de partir, de divorcer. Partir. Donc qu'ils soient d'accord ou pas, c'était pas... Ok. Mais voilà, j'ai eu la chance entre guillemets que la fille aînée de ma belle-mère se divorce juste avant moi. Donc du coup, c'est passé beaucoup mieux auprès de mon père. Ok. Voilà. Ton père a eu un peu de mal en tout cas, tu te disais que ton père allait avoir un peu de mal à le vivre, c'est ça? Oui, parce que je viens d'une famille aussi très catholique. Je me suis mariée à l'église, donc c'est ça se fait le pas, mariage. Voilà, ça se fait pas. C'est quelque chose de sacré. Puis vraiment, dans tous mes cousins, dans toute ma famille, personne ne divorce, quoi. Oui. Et puis non. En plus, il y a un truc très très catholique aussi de tu plies les chines et tu fais en sorte que ça se passe bien, quoi. Oui, je pense, oui. Même si ça a quand même vachement évolué sur ce point de vue-là. Oui. Mais pardon, je sais que j'ai des gens à chaque fois que je parle de religion et que j'ai un peu tendance à être dur avec les religions. Je reçois souvent 2-3 messages qui me disent « Dis donc, t'es dur avec les cathos !» Je fais « Ah oui, je suis dur avec les religions. » J'ai moi-même une éducation religieuse qui dit... Oui, alors moi, je viens d'une famille très catholique qui était très croyante. Un peu, tu vois, qui te culpabilise, enfin, tu vois, souvent cette éducation-là, elle est pas très ouverte, elle est pas très libérée. Oui et non, parce que ça te donne aussi. Enfin, moi, le côté positif, c'est quand même certaines valeurs que tu as. C'est d'aimer l'autre, de faire attention à l'autre. Mais oui, il y a un côté clairement. Enfin, moi, je ne suis plus croyante et je suis aussi en colère contre l'Église catholique. Parce que voilà, ils sont xénophobes, ils sont racistes, misogynes. Enfin, la place de la femme dans l'Église, c'est une catastrophe. Puis ne parlons pas de l'avortement, du corps de la femme en fait, d'une manière générale. Ouais, non, mais là, il y a des claques qui se perdent. Voilà, le truc est posé. Très bien, Lise. Est-ce qu'on peut parler et de revenir au tout début de ton envie de devenir maman? Alors, ça n'a jamais été... Oui, quand j'étais petite, j'avais envie d'avoir des enfants. Et plus j'ai grandi. Dans l'âge, c'était pas forcément quelque chose d'évident. J'avais pas ce besoin, tu vois, absolument viscéral. Ouais. Alors que t'es une femme. Comment ça se fait, ça? N'importe quoi, enfin. T'es née pour enfanter. Voilà. Pardon. Et ceci est du second degré, je tiens à le préciser. Oui. Et en fait, c'est mon ex-mari qui a eu un petit coup de génie là-dessus, qui m'a dit écoute Elisabeth, c'est pas grave si tu veux pas d'enfant, moi j'irai voir une autre femme. Là je me dis va peut-être falloir que j'y réfléchisse. Et puis oui, l'envie est venue d'avoir un enfant. On a mis un petit peu de temps à l'avoir et quand elle est venue, c'était merveilleux. C'est quand même très intéressant ce truc de. Alors je comprends très bien que ton mec à l'époque te dise écoute, si tu veux pas d'enfant, c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais c'était une blague. C'était vraiment une blague? Ouais, c'était une pique pour essayer de me... Mais c'était pas... Il l'aurait jamais fait, mais à l'époque. Mais c'était une pique pour dire, bon, Elisabeth, là, il va falloir que t'avances un peu sur le sujet, quoi. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est marrant de se dire... Et tu vois, je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Claudette, qui parle justement qui vient questionner son envie d'enfant. Elle a 35 ans, et en fait, son mec veut des enfants... Et elle dit, moi, je sais pas trop, je crois que j'en ai pas envie, mais en même temps, je sais pas trop parce que j'aime bien être avec lui. Mm-hmm. Et en fait, je trouve que, tu vois, avec le recul, je me dis, mais en fait, si t'as pas de projet commun et si, tu vois, t'es avec quelqu'un avec qui ça se passe bien et que vous avez pas une vie, en tout cas, que lui veut des enfants et pas toi, peut-être, en fait, c'est que il faut trouver quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Oui, mais là, c'était, je pense, une peur par rapport à moi-même. Est-ce que je serais capable de l'élever? Est-ce que je serais capable, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité d'avoir un être humain, de le faire grandir et puis de le laisser partir dans le monde et qu'il soit, de pas en faire un serial killer, tu vois, ou faire quelqu'un de... C'est vrai que c'est bien de pas faire de ses enfants un serial killer. Et d'un autre côté, est-ce totalement ta responsabilité? Je ne sais pas. Non, mais c'est ma responsabilité de lui donner le meilleur départ dans la vie. Oui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors c'est un peu ironique parce que tu me racontes tout ça et tu me dis non, c'est quand même ça que cette responsabilité, j'en avais peur. Là apparemment t'es servi, quoi. Je suis dedans. Ouais.
Ok. Donc, pour revenir au sujet, c'est Ouais. ça. C'est ça qui te fait un peu switcher, qui te fait dire, ok, peut-être qu'il faut que je réfléchisse un peu plus au truc, c'est ça? À quel truc? Bah, au projet d'avoir un enfant, pardon. Ah, Au truc. Oui, bah c'est ça, oui, qui m'a fait dire bon bah faut peut-être que je change un petit peu, revois un peu ma position. Et puis en fait, c'est les plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. oui, mais Voilà. est-ce que à l'époque, t'avais profondément envie d'enfant? Avec le recul aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Ouais. Oui et non, en fait. Et t'as le droit de dire que, enfin, tu vois, je trouve Ouais. que moi, les deux positions sont très entendables et sont très, en fait, t'as le droit de dire que, bah, tu vois, en fait, avec le recul, peut-être que c'était vraiment pas ton truc, quoi, tu vois. Et je trouve ça bien de venir le dire. Non, oui et non. C'est plus ambigu. C'est que, tu vois, maintenant, j'aurais aimé avoir 3 enfants. Ce que Ok. je n'aurais pas. Vu que, bon, voilà, j'ai 40 ans la semaine prochaine. Ouais. Voilà, je suis en recherche. Enfin, j'essaye de retrouver l'amour. Ça marche pas pour le moment. Oui. Mais si je devais avoir un autre enfant, là pour l'instant, ce qui me bloque, c'est j'aurais peur de devoir l'élever encore toute seule, tu vois. Ouais. C'est ça qui me fait peur. Bah, j'imagine que Voilà. chat échaudé. Oui. Ok, je comprends. Très bien. Qu'est-ce qui fait que tu finis par te dire, bah, allez, allons-y. Pour l'enfant. Ouais, pour l'enfant toujours. Bah, je me suis dit bon bah il y a quand même peut-être un truc à creuser et je sais pas, l'envie est venue d'un coup Ok. Et voilà, c'était parti. Ok. Et c'est absolument merveilleux. Ça faisait longtemps que t'étais avec Oui. le papa déjà à l'époque. Ouais, hein, ça faisait ouais, ça, il y a à peu près 10 ans. 10 ans, ouais. Ok. Donc il était temps de, je sais pas, passer à autre chose ou passer à l'étape suivante, quoi. Passer à autre chose. Oui, mais c'est vrai que ce qui me faisait peur aussi, enfin, il n'y a jamais de bon moment pour avoir d'enfants. Mais surtout quand tu es une femme, et on va en parler des carrières professionnelles, bah, c'est compliqué. Et la preuve, c'est que quand j'ai eu ma fille, quand je suis revenue de congé mat, j'ai été mise au placard. Ah vraiment? Ouais. Ok. On va en parler. Oui. Ça me saoule d'avance. J'ai la putain. La société, quoi. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux me raconter ce moment où tu apprends que tu es enceinte? Ouais. Je fais un test de grossesse et j'y crois pas parce que on avait essayé pendant 1 an et au bout de 6 mois, enfin, tu vois, tu guettes tes règles, quand ça vient, quand elles viennent, t'es triste. Et là, au bout d'1 an, je me suis dit, bon, je me fous un peu la paix. Je vais prendre un rendez-vous chez ma gynéco pour voir si tout fonctionne bien. Il y a peut-être un truc, un problème. Et voilà, je fais un test de grossesse parce que j'ai un retard de règles. Je vois positif. Et là... D'entrée, quoi. À partir du moment où tu dis, ok, je me lâche la grappe... Je pense que c'est lié... Alors, si tu veux creuser le sujet... T'es pas obligé. Je pense qu'il y a eu plusieurs déclencheurs, en fait. Ok. Et donc, voilà. Au départ, j'y crois pas. J'ai pas un sentiment de ouf. J'ai refait un deuxième test le lendemain, qui est encore ok. positif. Okay. Il y a peut-être un indice. Donc c'est que c'est peut-être bon. Et puis une semaine après, je voyais ma gynéco. Donc j'arrive chez ma gynéco en lui disant bon bah j'avais pris rendez-vous parce que je pensais avoir un problème pour être enceinte, mais en fait je crois que je suis enceinte. Et là, elle a fait une échographie. Et là, j'ai entendu le cœur de mon bébé. Et là, c'était magique. Ah ouais. Ouais, Mais attends, c'est ouf parce qu'en fait, ça faisait 1 an que t'étais en train d'essayer. ouais. Tu fais 2 tests de grossesse Ouais. et tu te dis très bien, je vais attendre 1 semaine de plus. Pour bien Ou pour réaliser. être- ouais. Ouais, parce qu'un test positif, c'est tellement. Enfin, t'as juste 2 barres, quoi, mais. T'es pas allé t'as- faire une prise de sang, enfin tu vois, histoire de te dire, ok. Bah non, parce que la semaine d'après, je voyais ma ok, gynéco. ok. Non, non, Donc, mais c'est juste, tu vois, je me dis, ok, t'as attendu 1 semaine, moi ça me paraît ouf. Je me dis, waouh, la meuf s'est dit, bon, très bien, je vais mettre cette information au placard pendant 1 semaine et je vais voir effectivement, parce que dans 1 semaine. Non, je l'ai pas mise au placard, mais C'est ouf, hein. ça paraît tellement pas réaliste. je Enfin, t'as juste 2 barres quoi, Ouais, qui je te disent comprends. t'es enceinte, mais en fait tu le vois pas sur toi. Bien sûr. Donc bon, puis après t'as les nausées, donc après tu le sais. Oui. Ok, donc t'entends le cœur de ta petite Ouais. fille et là tu te dis,
Ok, maintenant c'est le moment, je vais devenir maman, c'est ça. T'es vraiment dans ce truc. Okay. Très bien. Est-ce que tu peux me raconter ta grossesse? C'est bien passé? Les 4 premiers mois, j'étais très fatiguée, je dormais tout le temps, j'étais malade. Donc c'est les 4 mois les plus longs de ma vie. Ouais. Mais après, c'était génial. Parce que quand t'es enceinte, moi j'étais bien en permanence. Tu vois, pas euphorique non plus, mais juste bien tout le temps. Et ça, c'était chouette. La drogue des hormones, ça fait plaisir. Mais oui, c'est pas un truc de fou non plus, mais c'est hyper agréable d'être bien tout le temps. Parce que dans une journée, t'as des hauts, t'as des bas. Là, t'es juste... tu vois, sur une échelle de 10, t'es à 6 en permanence. Ok. Donc ça, c'est cool. D'accord. Comment se passe ton accouchement? Un petit peu compliqué, parce que j'avais du mal à sortir, qu'il a fallu mettre des spatules, qu'elle avait le cordon autour du cou, mais mon ex était très zen. L'équipe médicale était extraordinaire aussi, donc ça s'est bien passé. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est pas de l'avoir eu tout de suite. En fait, ils me l'ont posé sur moi, ils l'ont reprise tout de suite pour vérifier si tout allait bien, donc je l'ai récupéré 1 heure après. Ok. Voilà. Et il y a eu pour toi, c'était un peu long, 7 heures, c'est ça? J'ai attendu 1 heure où, alors mon ex-mari, elle suivait ma fille, donc je savais qu'elle était pas toute seule. Mais, t'es là, il y a plus personne, tout d'un coup. Comment ça? J'ai été le centre du monde pendant 9 mois et d'un coup d'un seul, je me retrouve toute seule, c'est ça? C'est un peu de ça. Ouais, et puis, t'as du sang partout, puis ils sont en train de te recoudre, donc c'est... Puis après, quand je l'ai eu dans mes bras, la première chose que j'ai vue, c'est oulala, comme elle avait vu les spatules, elle avait un petit bleu au niveau de l'arcade de sourcilière et elle avait une oreille un petit peu froissée. Donc j'étais la merde, je vais lui louper l'oreille. Oh non, j'ai tout raté. Ça y est, la culpabilité maternelle commence. Et puis en fait, non. Oui. Son oreille est devenue normale. Et, ça s'en va très vite. Oui. C'est un peu en plastique, en pâte à modeler, quoi. Oui. Les bébés à cet âge-là. Très bien. Comment se passe les premiers mois avec ta fille? Comment ça se passe la relation avec le papa? Enfin, tu vois. Super. Ouais. C'était vraiment chouette parce que mon ex-mari avait pu prendre 6 semaines de congés d'affilée en cumulant des congés et les congés parentaux. Donc en fait, on est resté à la maison à 3 pendant pratiquement 2 mois. Donc c'était vraiment des moments de bonheur, où on était dans notre petit cocon et c'était vraiment très beau. Trop bien. Ouais. Donc ça veut dire que vraiment c'est le départ de votre parentalité se passe super bien, quoi. Ouais. Trop cool. Non, parce que parfois, tu sais, je pose la question parce que parfois je sais qu'il y a des divorces qui remontent a posteriori à justement ce moment qui est un peu charnière. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui écoutent à aller écouter le double épisode. Là, je sais pas si tu l'as écouté avec Angelo et Estelle qui parlent de leur début de parentalité et de la première année, à quel point c'était pas du tout évident pour eux, quoi, et notamment dès les premières semaines, quoi. Ah non, je l'ai pas, mais j'irai l'écouter. Écoute, j'ai juste envie de faire la promo auprès de tous les jeunes parents ou des futurs parents, tu vois, de ces 2 épisodes, parce que je trouve qu'ils disent des trucs très très précieux, et notamment à quel point c'est dur de trouver sa place de parent, quoi. Pardon, je fais parfois de la promo pour mes podcasts à l'intérieur de mes autres podcasts. Non, bref, d'accord, donc ça se passe bien. Ouais, mais pour nous, ce qui a été compliqué, c'est que je retourne au travail après 2 mois et demi, et là, mise au placard, très brutale, sans explication. J'ai fait une grosse dépression derrière, donc qui a duré 2 ans. J'ai mis 2 ans à m'en remettre. Comment se passe cette mise au placard, en fait? Enfin, tu vois, ça me fascine de... J'avais un poste à responsabilité, je suis entrée, on m'a dit que j'avais plus ce poste-là. Et donc... Et t'as dit OK? J'ai pas eu le choix, en fait. OK. Voilà. 2-3 jours après, j'ai eu un accident de voiture. Waouh. Ok. Ouais. Et j'ai fait une décompensation. Enfin, j'ai été emmenée aux urgences. Et j'ai mis 3 mois à sortir de mon canapé. Donc, j'ai pas pu m'occuper de ma fille, en fait. Ou très peu. Ok. Donc, après cette période trop cool, si j'ai bien compris, de début, ça a été beaucoup moins simple, quoi. C'est ça? Ça a été très dur. Une des périodes les plus dures de ma vie, oui. Ok. Et tout part de ton boulot? C'est ça, tout part de ta mise au placard, quoi. Ouais, vraiment, parce que c'était... Enfin,
j'avais pas de signes avant-coureurs. J'ai l'impression que tout se passait bien, qu'il y avait pas de soucis. Et c'est le fait d'avoir demandé un 80% pendant 6 mois qui a entraîné ça. Ok. D'accord. Et tu t'es pas dit, ok, bah si c'est ça, je vais les envoyer au prud'homme et puis on va discuter, non? Non, je pouvais pas parce que je suis dans un secteur où si tu fais ça, en fait, tu te grilles après pour retrouver un employeur. Ok. Oui, dans un secteur niche, c'est ça, avec. Non. Ne me raconte pas, c'est pas grave. J'ai pas envie de dire. Ok. Comment tu sors de cette dépression? Est-ce que de cette dépression, il y a aussi viennent s'ajouter des signes de postpartum aussi, tu crois? Non. Non, c'est vraiment juste dû à ton boulot. Ok. Ouais. Alors le fait effectivement que ce soit arrivé au moment où je reviens de congé maternité, ça a pas aidé non plus. Mais ma fille a commencé à faire ses nuits juste au moment où je recommençais le boulot, donc ça allait. Ok. Tu vas voir des psys, j'imagine. Ah bah ah non, parce que ça s'est compliqué parce qu'en fait j'ai pas trouvé j'ai dû prendre des médicaments, j'ai pas trouvé le bon traitement tout de suite. Ok. Parce que, en fait, je suis résistante aux antidépresseurs. Donc, en fait, plus on me donne d'antidépresseurs, plus je suis malade. Donc, voilà, il a fallu du temps pour que je trouve... Ok. Et j'imagine que ça, tu t'en es rendu compte au fil de l'eau, quoi. Au fil des prises de médicaments, c'est ça? Oui, mais ça met du temps. Ça met vachement de temps, ouais. Ok. Comment cette période joue sur ta nouvelle maternité? Cette période de dépression. Je me suis pas occupée de ma fille comme j'aurais voulu, clairement. Et là, c'est mon ex-mari qui s'en est beaucoup occupé. D'ailleurs, ma fille était très attachée à son papa à cette période-là. Ok. Et c'est au bout d'un an où je l'ai senti qu'elle se rapprochait un peu plus de moi. Et toi, ça t'a aidé à sortir aussi de ce trou, c'est ça ou... Oui, à cette époque-là, il m'a beaucoup aidé, ouais. Parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Parce que j'étais incapable de m'occuper de moi-même. Enfin, c'était vraiment très compliqué. C'est une espèce de burn-out, de syndrome postpartum. Enfin, pas de syndrome postpartum, tu sais, quand les soldats reviennent de guerre, le syndrome post-traumatique. Oui. Voilà. J'ai un peu tout vu aussi. Ok. Tu finis par retourner au boulot? J'avais pas le choix. Ok. Ouais, j'ai suis retournée dans cette structure, mais j'ai été vite en arrêt maladie parce que c'était juste pas possible. Un jour, j'ai eu une amie au téléphone et je la remercie. Je lui ai dit, elle me demandait comment ça allait. Je lui ai dit, mais là, j'avais juste qu'une envie, c'était de me foutre sur le camion, quoi, sur la route. Et là, elle m'a dit, non, mais tendance, ce que tu dis, Elisabeth, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Je fais, ok. Oui, ce qui est un super conseil. Bah ouais. Parce que la vie est longue, en fait. Bah oui. Ok. Ok. T'es toujours dans cette boîte aujourd'hui? Non, j'ai changé. Ok. Comment t'as fait pour réussir? On sort un peu du domaine de la maternité, mais comment t'as fait pour réussir à t'en sortir? Bah, mon contrat s'est terminé. Donc après, j'ai eu le chômage. J'étais très heureuse d'être au chômage. Ah, t'étais en CDD? CDD, ouais. Ah, ok, d'accord. Okay. Et après, oui, donc t'avais déjà une fin possible. Ouais, mais il a fallu que j'attende un an. Mon contrat se termine. En fait, je pouvais pas faire de rupture conventionnelle. Ok, oui, parce que un CDD, tu ne peux pas le rompre sans accord amiable des deux parties. Ok. Ah oui, d'accord. Donc de ce fait-là, c'était. Ok. J'imagine à quel point. Oui, après j'aurais pu démissionner, ce qui aurait été beaucoup plus simple et je pense que ça aurait été mieux pour ma santé mentale. Sauf que financièrement, c'était pas possible. Ouais, d'accord. Ok. Comment se passe? En fait, je me demandais un petit peu de cette période difficile. Comment tu t'en sors et comment vous en sortez? Comment le couple s'en sort aussi? Eh ben, il m'a énormément soutenu, mon ex-mari, là-dessus. Et moi, je pense que lui a pris plus de place en fait dans notre couple. Ce qui a peut-être été une des causes de notre rupture, c'est que moi, quand j'ai commencé à aller beaucoup mieux, j'ai repris la place que j'avais perdue. Et c'est là où ça a commencé à frotter et à avoir des déséquilibres. Alors, dans quel sens?
C'est plus lui qui décidait de tout et qui gérait tout, tu vois. Il avait besoin de ça, tu crois? Je sais pas. Rien, je sais pas. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous séparer à un moment? C'est moi qui suis partie. Ok. En plus, juste avant le Covid. Donc j'ai fait assez Excellent timing. Ouais, heureusement. Mais j'ai passé le premier confinement à Airbnb. Ok. Et il y a plein de raisons qui ont fait qu'on s'est séparés. Pendant 2 ans, en fait, notre couple a décliné sur 2 ans. Et je l'ai vraiment vu décliner, je l'ai vu notre relation se distendre, se détendre. Et pour lui, en fait, il y avait plus que son boulot qui avait d'importance. Je mangeais avec son boulot, je dormais avec son boulot. Tu vois, j'avais mon stress du boulot de la journée. Et le soir, j'avais son stress aussi de son boulot. Et il a commencé à vouloir partir vers des projets professionnels complètement délirants. C'est quelqu'un qui... on n'a pas la même notion d'argent. Ok, on y vient. Voilà. L'argent dans le couple, dites donc. Mais au début, ça nous allait bien parce que tu vois. Tu veux dire qu'il avait besoin d'avoir de l'argent parce qu'il avait peur d'en manquer, c'est ça? Non, c'est surtout qu'il gagnait beaucoup d'argent et qu'il le dépensait. Ah, ok. Voilà. Mais ça le dérangeait pas qu'on soit à découvert de 1 500 € tous les mois. Et toi? Ah bah moi, ça me faisait flipper, ouais. Moi, je suis plutôt quelqu'un, tu vois, d'écureuil. Un écureuil, et lui, il crame tout. C'est un peu ça. D'accord. Après, il le faisait pas dans des conneries non plus. C'était des trucs pour nous faire plaisir, pour nous deux. Ouais. Mais c'était trop. Ok. Et ça, c'était compliqué aussi, j'imagine, pour vous à gérer? Ouais, en fait, plus on a gagné d'argent, plus c'est devenu un sujet compliqué. Quand on n'en avait pas, c'était plus simple. Je vous invite à découvrir mon podcast Histoire d'argent. Il y a des tas d'histoires comme ça, effectivement. C'est pas du tout un sujet aussi simple qu'on non, croire, quoi. Non. Et c'est pas anodin comme, tu vois, là, de ce que tu dis derrière lui, il avait besoin de dépenser beaucoup d'argent et moi, j'avais peur d'en manquer, ou en tout cas, t'avais peur d'en dépenser autant. Bah, ça finit par créer des frictions au sein du couple, quoi. Ouais. Et c'est surtout quand on s'est mariés, on a fait un compte commun, et c'était pas du tout une bonne idée. Ah, vous aviez plus qu'un compte, c'est ça? Ah, yes. Ça aussi, c'est un sujet. Ok. Non, ça, je ferai plus. Ok. C'est bien. Et je te dis ça parce que moi aussi, pendant des années, j'ai vécu avec un seul compte. Et c'est intéressant comme, ne serait-ce que ça, quoi. C'est hyper intéressant. Très bien. Et donc, tu décides de partir. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, ils se disent, non, mais en fait, si c'est ça, bah, moi, occupe-toi de ton enfant tout seul, quoi. Alors, en fait, j'ai pas fini de te raconter pourquoi je suis partie. En fait, c'est parce que, lui est parti en vacances, seul. Alors que moi, j'étais en vacances, ma fille était en vacances sans me prévenir. Il est parti aux États-Unis. Et il avait pris aussi l'habitude de voyager seul. Donc au départ, je me disais, non, c'est parce qu'il est pas content dans son travail, il est pas épanoui, donc il a besoin de s'aérer l'esprit. Bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, aux États-Unis en plus, c'est pas des petits voyages. Alors qu'il venait de démissionner de son ancien boulot, donc il avait pas de chômage, il pouvait plus mettre d'argent sur le compte commun. Là, je me suis dit, non, là, c'est top. C'est plus possible. Ok. Donc, un besoin épris de liberté. Ouais, mais je pense qu'il devait pas l'assumer, et que du coup, c'est moi qui ai dû l'assumer pour nous deux, peut-être. Il était malheureux dans votre couple, en fait, et il avait besoin de s'aérer, c'est ça, de votre couple, tu sais pas? Je sais pas, ou peut-être qu'il y avait une autre fille, je sais pas. Ok. Mais je veux pas savoir. Oui, je comprends. Non, je sais pas. Peut-être que vous en aviez discuté, tu vois. Ok, et donc, entre-temps, quand tu décides de partir, lui vit mal cette rupture, c'est ça? Ah bah oui, parce qu'il s'y attendait pas, et parce que je pense qu'il en voulait pas non plus. Il voulait pas de la rupture? Oui. Il voulait pas du divorce? Ouais. Souvent, j'ai remarqué que c'est un vrai truc chez les mecs, hein. Ils ne voient pas les divorces venir, hein. C'est un vrai truc, hein. Non, mais c'est pas ça le sujet. C'est que une femme, quand elle est mal dans son couple, elle s'en va. Un homme, quand il est mal dans son couple, il reste. Parce qu'il y a son petit confort. Et c'est une vraie statistique en plus, hein. Tu dis ça, mais effectivement. Oui. Et c'est une charge mentale pour les femmes aussi en plus, parce que c'est sur elle finalement que tient le... Comment dire? Pas la décision de partir et le fait de le dire, quoi. Ouais. C'est ça.
Là où les mecs, ils font le dos rond et en fait, peu importe si le quotidien est nul, c'est pas très grave, quoi. On vit avec. Ouais, c'est un truc que je comprends. Sauf si, et encore une fois, je crois que c'est une vraie stat, sauf si les mecs, ils ont un plan derrière pour pouvoir, ils ont une autre meuf, quoi, tu vois. Et là, en général, c'est eux qui prennent la décision. C'est mon avocate mon avocate de divorce qui m'avait raconté ça. C'est apparemment, statistiquement, c'est un vrai truc. Ouais, mais là, il y a un problème d'éducation quand même. Tu veux dire? Auprès des mecs. Oui, alors. Il y en a beaucoup, mais pour le coup. Par où tu veux commencer? Non, je sais pas pourquoi tu parles de ça en particulier. Des problèmes d'éducation. Ouais. Par rapport à ton histoire. Ah, pas forcément par rapport à mon histoire, mais je passe des mecs en général, quand ils sont pas bien dans un couple, ils restent dans ce couple-là où ils font traîner, pour que ce soit pas eux qui prennent la décision. Parce que il y a de ça, il y a aussi ce truc où je crois que les mecs sont pas habitués à prendre soin d'eux, d'une manière générale. Et donc, en fait, s'ils sont malheureux et que leur santé mentale est complètement niquée au plus bas, en fait, ils vont pas faire attention à ça et c'est pas très grave. Ouais, ça, je suis d'accord, c'est vrai. Et ça vient de... En fait, si tu réfléchis bien, ça vient de toutes les guerres, quoi. Enfin, bon, moi, plus ça va, plus je me dis, mais en fait, les guerres, elles ont juste niqué tous les mecs depuis des millénaires, en fait, globalement. Ouais. Et on se refile les traumatismes de père en fils. Où les mecs qui reviennent de la guerre, ils sont juste complètement traumatisés par tout ce qu'ils ont pu vivre parce qu'en fait globalement c'est pas cool. Ils le font payer à la fois à leur fils et aussi à toute leur famille d'une manière générale, mais aussi à leur fils parce que t'as pas envie de parler, donc t'as pas envie de sortir les émotions, etc. En fait, si tu réfléchis à ça, ça te file un peu une perspective sur pourquoi les mecs sont niqués, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et il y a un très très beau docu qui s'appelle Make Me a Man que je vous invite à aller découvrir avec Jerry Hyde qui est thérapeute. Et lui il raconte qu'en Angleterre, je digresse, mais lui il raconte qu'en Angleterre, pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, ils ont mis en place une campagne de recrutement pour aller au front. Ramène tes potes, genre viens faire la guerre avec tous tes copains. Donc en gros tous les mecs partaient avec leurs potes. Et puis globalement ils se faisaient décimer, quoi. Et ceux qui revenaient, ils disaient moi je suis le seul vivant par rapport à tous mes potes qui sont tous morts au front. Culpabilité. T'imagines le truc? Ouais. Et puis sans parler de tout ce que t'as pu vivre au front qui est terrible, quoi. Dont tu parlais pas, non, il y avait pas de là tu vois, tu parlais tout à l'heure de syndrome post-traumatique, à l'époque non, ça existait pas trop, quoi. Et tu te dis qu'en fait ces mecs-là reviennent après, finissent par éduquer leurs enfants et leurs fils en particulier ça te file moi ça me file le vertige quand j'y réfléchis, tout le nombre de générations de mecs que ça a dû niquer, quoi. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis parce c'est la première fois que j'entends parler de ça et on en parle pas. En parler. Ouais, non mais t'as raison. Quand tu dis qu'il y a un problème d'éducation, c'est surtout en fait qu'il y a un problème d'éducation à faire en sorte que les garçons prennent soin d'eux et que les garçons prennent soin de leur santé mentale en premier. Alors d'abord de leur corps, puis aussi de leur santé mentale. Et en fait, souvent les garçons qui vont pas bien, ils font en sorte de... c'est pas grave en fait pour eux, tu vois. Là où je crois que pour les femmes, alors certes, c'est pas non plus dans la société actuelle, c'est pas non plus personne ne sont des champions du monde de la santé mentale, quoi, tu vois. Mais en tout cas, je crois que le fait qu'on t'apprenne à faire attention à toi, à prendre soin de toi et tout, il y a aussi ce truc de non, mais en fait moi je vais pas bien, j'ai envie d'aller mieux, quoi. Voilà. Donc c'est toi qui as décidé à un moment donné de dire, écoute, moi je suis malheureuse, je me tire. Et donc lui il s'est dit, peut-être que je caricature, mais globalement, si c'est ça, démerde-toi avec la môme. Non, c'est pas ça en fait. Ok, d'accord. C'est au départ on avait c'était un papa formidable. De tout ce que tu me racontes, en tout cas, il a l'air d'avoir pris soin de... donc on avait commencé par faire une semaine sur 2. Ok. Voilà. Donc une garde alternée. Une garde alternée, ouais. Donc ça fonctionnait pas trop mal. Bon, il y avait des fois où c'était compliqué parce que plusieurs fois il a refusé de m'ouvrir la porte pour que j'apporte ma fille, ou il s'est trompé dans les jours. Enfin bref. Et donc on s'est séparés en 2020. Fin 2020, pendant 2 mois, il l'a pas pris du tout. Je ne sais pas pourquoi. Et en juin 2021, il m'annonce qu'effectivement, il ne prend plus. Vous aviez fait une convention de divorce ? Non, parce qu'il ne voulait pas divorcer. Ah d'accord, donc vous étiez en phase de séparation, quoi. Voilà, on s'est séparés et moi très vite je lui ai proposé de faire un divorce à l'amiable. Ok.
Ce qu'il a refusé. Parce que on n'était pas d'accord sur ce qui nous restait un reliquat d'argent. Ok. Toujours. L'argent. Voilà, et on n'était pas d'accord sur les sommes que chacun devait avoir. Voilà. Ok. Et tu veux dire que... Ouais. Attends, excuse-moi, je rentre un peu dans le détail, mais Ouais. tu veux dire que si t'avais lâché, entre guillemets, sur ce qu'il voulait, il aurait accepté le divorce, c'est ça? Non. Ah, ok, d'accord. Non, je pense qu'il avait envie de m'embêter. Oui. T'emmerder, t'as le droit de dire t'emmerder Ouais. ici, t'inquiète pas, c'est très possible de dire t'emmerder. Voilà. Ok. Oui, il voulait un peu te faire payer cette décision, quoi. Ouais, parce qu'il n'a pas voulu divorcer pendant 1 an, et au bout d'un an, maintenant il y a une loi qui est passée où tu peux demander le divorce au bout d'un an, t'es plus obligé d'attendre je sais plus combien de temps, et donc au bout d'un an, il est revenu en disant finalement je veux bien un divorce à l'amiable, donc on est reparti sur une démarche de divorce à l'amiable, et 3 mois après, non, je veux plus divorcer, donc on est reparti sur une démarche de divorce pas à l'amiable. Voilà. Ok. Donc c'est ça aussi qui a fait que ça a pris du temps et qu'au bout de 2 ans et demi, on n'est toujours pas divorcé. Ok. Et ce qui veut dire aussi que, globalement, c'est aussi pour ça que pendant 2 mois, il prend pas ta fille fin 2020 et que tu sais pas trop... Non, je sais pas pourquoi. Pourquoi, et qu'en fait, il a pas d'obligation à la prendre à ce moment-là, quoi. Mais il a pas d'obligation de tout court. Bah, quand t'as une convention de divorce, si, tu vois. Bah, En tout cas, tu peux décider de te dire, ok, en fait, il y a une convention de divorce, et à un moment donné, tu peux aller voir un juge pour Ouais. dire, en fait, le mari ou la femme, le papa ou la maman respecte pas la convention. Est-ce qu'un juge pourrait venir faire la loi, quoi? C'est un peu le concept de la convention de mais divorce. qu'est-ce qu'il va dire le juge? Vous devez voir votre fille. S'il a pas envie de la voir, il la voit pas. Écoute, alors très bonne question. Ouais. C'est là que peut-être il faudrait que j'aille voir un juriste, mais je crois qu'en fait le juge il peut t'obliger à aller t'occuper de ta fille, quoi, tu vois. Je sais pas, parce que donc juste pour revenir, donc il l'a pas vue pendant 8 mois. Là, en début d'année, on a repris. Pendant 8 mois. Ouais. Ok. Mais je me dis peut-être qu'il allait vraiment pas bien, que c'est peut-être mieux, toi, qu'il l'ait pas vue, parce Oui. qu'il était pas en capacité effectivement de la voir. C'est ce que je me dis. Mais tu le sais pas. À aucun Non. moment il te le dit. Il te dit, Non. écoute, je vais pas bien, et ok. Non. Les hommes et la communication et la gestion des émotions. Je comprends qu'ils soient en colère, tu vois. Je peux me dire, ok, tu peux être en colère, gars. Je peux comprendre que tu sois en colère parce que Oui. t'as quitté, tu l'as pas vu venir, etc. Oui, Bon, mais il faudrait peut-être qu'il se remette un petit peu en cause. Faut en parler. Bon, ce qu'il ne fera jamais. oui. Bon, faut jamais dire jamais, mais bon. Tu le connais sans doute mieux que moi. Après, moi, je me dis, la vie est longue, hein, tu vois. Oh là là, tu prends des claques dans la gueule, tu finis par te dire, peut-être qu'il faudrait que je change. Ça peut prendre du temps, mais maybe. Je lui souhaite, en tout cas, parce que c'est quand même... Ça serait mieux pour lui, ouais. Ouais. Ok, donc toi, tu pars du principe que jamais il changera. Mais bon. Et donc, en fait, il a pas vu ta fille pendant plusieurs mois. Ouais. Comment le vit ta fille? Ta fille qui a 8 ans 8 aujourd'hui. ans. Au départ, c'était pendant les vacances, donc ça l'a pas plus. Elle était dans ses vacances, en fait, juillet-août. Puis après, ça a commencé à devenir un peu plus compliqué, sachant qu'ils avaient quand même des contacts téléphoniques, mais alors c'était à moi de l'appeler. Lui, il Ok. n'appelle pas. C'est Ok. toujours à moi de l'appeler. Tu vois, charge mentale. Hein. Merci. Ok. Voilà. Pourquoi il appelle pas sa fille? Oh là là. Bon. Amène-le-moi à mon micro, là. Peut-être pas. Ok. Donc au bout de 4-5 mois, ça commençait à devenir très compliqué et il y a des fois elle pleurait, et je savais plus quoi faire. Elle me demandait si son père l'aimait encore, donc je lui disais que oui, son père l'aimait, et j'ai fini par l'envoyer voir un pédopsychiatre mais c'était plus pour moi finalement, c'est parce que je savais plus quoi lui dire. Alors, je t'avoue que ne t'excuse pas de l'avoir envoyé voir un pédopsychiatre, parce que effectivement, ça sert à ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas à toi de soigner ta fille par rapport au fait que son père l'aime ou pas, quoi, tu vois. C'est pas à toi de porter cette charge-là, quoi. Voilà. Et puis le fait qu'effectivement elle le revoit depuis janvier, donc un samedi sur 2, ça a arrangé les choses. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement? Parce que c'était inscrit dans la procédure de divorce, même Ok. si elle n'est pas finie. Et puis voilà, il m'a dit qu'il la reprenait, donc j'ai dit ok. Ok. D'accord. Voilà. Et ça va mieux de ce fait-là entre eux? Oui. En tout cas, t'as l'impression, toi, que Ah oui, ta fille... ils ont une très belle relation tous les deux. Hein. Ok. Parlons de ta vie de maman solo maintenant. Voilà. Hein, parce qu'on était venu quand même pour ça à la base. Mais j'aime bien mettre le contexte. Ouais. Comment ça se passe?
Alors là, ça va mieux. Ok. Ça va mieux que quand? Qu'en juin l'année dernière, où là, quand mon ex m'a dit qu'effectivement il la prenait plus, là j'ai compris qu'en fait j'allais devoir élever ma fille toute ma vie toute seule. Voilà. Et ça a été un moment hyper dur où il a fallu que je l'accepte, que je l'intègre. Il a fallu que je fasse des changements dans ma vie, dans la vie de ma fille, pour que ça puisse fonctionner aussi. J'ai dû la changer d'école, parce qu'avant elle était dans l'école où on habitait avant. Et j'avais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Alors, quand on fait 1 semaine sur 2, ça va, c'est faisable. Tous les jours, c'est juste pas possible. Donc je l'ai changé d'école. Après, j'ai pris des mesures pour m'organiser. En fait, j'ai une babysitter qui va me faire un petit peu de ménage aussi en même temps. Enfin voilà, il a fallu que je trouve un nouveau rythme. Mais t'as pas de pause en fait quand t'es maman solo. Et des fois, t'es malade et t'es obligé d'assurer quand même. Même si j'ai la chance d'avoir mon père qui est pas très loin, j'ai une babysitter ou j'ai des copines des mamans de copines de ma fille qui sont un super relais, mais voilà, je suis toute seule. Tu t'es organisé une sorte de petit village, c'est ça, autour de toi pour ouais, je fais plein de soirées de pyjama, j'accueille les copines, et elle va chez ses copines, comme ça me permet de souffler, parce que même quand je reçois des copines, ça me permet moi d'avoir un peu de temps pour moi, parce qu'elle est avec sa copine dans sa chambre. Je comprends. Voilà. Et oui, c'est déjà quand tu te sépares, quand tu passes d'une garde alternée, ça chamboule énormément ton organisation et ta vie. Donc là, passer à je m'en occupe toute seule, ça change encore toute cette façon de vivre en fait. Et il m'a fallu 6 mois pour arriver à trouver un bon rythme, pour que ça fonctionne bien. Là, je dirais qu'on a un bon rythme, et puis on a développé une relation complètement différente aussi. Et ça, c'est formidable, c'est génial. Dans quel sens ? Avant qu'on était à 3, on avait une relation à 3. Là, on a vraiment une relation de mère-fille qui est top, quoi, que j'adore. Je trouve ça hyper sympa, hyper épanouissant. C'est une petite fille qui est rigolote, qui est marrante. En ce moment, elle est dans la période où elle sait tout, où elle a de raison sur tout, donc c'est un peu chiant. Dans l'adolescence. Je l'imagine même pas. Mais il y a des beaux côtés aussi. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que voilà, pour sortir le soir, il faut que je prenne une babysitter ou que je trouve un plan. Je commence ma journée à 7h40 le matin, je la finis à 9h le soir. Waouh. Ouais. Et encore, je trouve que je suis pas à plaindre, enfin pas trop, parce que j'ai la chance de bien gagner ma vie. Donc, mais je pense aux mamans qui sont toutes seules, qui en ont 2, qui sont beaucoup plus jeunes, c'est juste horrible. Oui, donc tu veux dire que cet argent-là peut te permettre de pouvoir justement t'offrir des babysitters pour les soirs où tu veux sortir, etc. Oui, d'avoir du confort en fait. Oui, c'est toujours bien l'argent, effectivement. Et tu me disais qu'il payait pas sa pension en plus, c'est ça ? Non, il paye pas la pension alimentaire. Et tu sais pas pourquoi ? Non. C'est un mauvais gestionnaire. Donc, je pense que ça... Ok. Ça doit jouer aussi. Et comment tu communiques tout ça vis-à-vis de ta fille ? Par rapport à la relation à son père et au fait que son père s'occupe pas trop d'elle, quoi. J'en parle pas trop. Tu n'en parles pas ? Non, j'attends qu'elle m'en parle. Mais j'essaye de faire un maximum pour qu'elle puisse voir son père. Ok. C'est quoi d'autre les affres de ta vie de maman solo et les trucs dans lesquels j'imagine tu dois te prendre des portes toute seule, quoi. C'est par exemple quand je vais faire une activité. Quand je voulais m'inscrire à un cours de hip-hop, sauf que j'avais pas moyen de garde pour Aman, donc j'avais demandé si je peux l'amener, qu'elle restait dans un coin, elle pouvait venir. On m'a dit non, c'est pas possible. Ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, dans un groupe d'adultes, avoir un enfant, ça peut être gênant, mais sauf que moi, du coup, ça me bloque, quoi. Je peux pas faire de hip-hop. Mais par contre, j'ai trouvé des gens très sympas et très bienveillants. Je fais du solfège et je fais des cours de batterie où je peux amener ma fille. Elle reste dans un coin, ça pose pas de soucis, et ils m'ont posé aucune question. Et ça, c'est hyper agréable. Ouais. En plus, elle arrive à un âge à 8 ans où elle peut à peu près se gérer toute seule. Toute seule, prendre un bouquin, lire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Ok. Tu t'as dit tout à l'heure, t'as mentionné, j'essaie de retrouver l'amour, mais en fait, c'est un peu compliqué.
quel point ta vie de maman solo te plombe, j'allais dire. Non, pas te plombe, mais en tout si, cas, ça plombe. Hein, ah oui, non, mais okay. clairement. Okay, bon, parce que du coup, je peux être pour rencontrer quelqu'un, il faut pouvoir sortir, il faut. Sauf que du coup, comme je peux pas, c'est forcément ça passe par les sites de rencontres. Et quand t'es maman solo, t'es moins attrayante, tu vois, que une maman qui a des enfants en garde alternée ou une femme qui a pas d'enfants. Enfin. Moins attrayante. Ouais, non, mais clairement, c'est c'est un marché, hein, de toute façon. Ah oui, ça. Raconte, on est très d'accord. Oui. Ouais, donc ouais, je sens que c'est un frein pour énormément de monde. Ok. Et c'est pas toujours facile de se prendre dans la gueule. Non, en fait. T'as des mecs qui te le disent aussi clairement? Ouais, bien sûr. Ah oui, ok. Ouais, ou des mecs que j'ai rencontrés, et puis au bout de 3 rendez-vous, me disent, en fait, non, je me vois pas être avec une maman solo. Ok. Tu le savais dès le départ, quoi. Tu t'en rends compte au bout de 3 rendez-vous. Hein. Bon. Ouais. Bon. Et ok. Waouh. Pourquoi t'avais envie de venir parler de ce sujet en particulier dans le podcast? Parce que je chantais de la colère là au tout début du podcast et j'ai l'impression que je t'ai refait redescendre. Alors je suis désolé, j'aimerais bien tu vois, souffler un peu sur les braises là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'était au mois de juin, ouais, où je t'ai envoyé ça. C'était le mois de juin, c'est toujours une période un peu difficile pour moi. Je sais pas pourquoi. J'ai une période de creux. Okay. Et je crois que j'avais une sorte de colère là-dessus et ouais, j'avais besoin d'en parler parce que c'est compliqué pour moi. J'ai l'impression que les gens le perçoivent pas, le comprennent pas forcément, que effectivement élever ma fille tout le temps non-stop, c'est lourd. Du coup, il y a certaines choses, j'oublie des anniversaires, par exemple. Je fais moins attention à d'autres choses. Oui, parce que ta fille te prend beaucoup de charge mentale et qu'effectivement t'as pas de sas de décompression, que ce soit pour des semaines. Ok. Donc c'est ça qui est dur, oui. Le regard de la société aussi est dur. Dans quel sens? Professionnellement. Ah ouais. Bah oui, surtout quand non, mais tu me dis raconte-moi ta vie, quoi, tu vois. C'est quand tu arrives sur des postes à responsabilité, voilà, j'avais un poste où je travaillais le week-end, les jours fériés, et puis le soir, c'est juste plus possible. Ok. Oui, voilà. Bah oui, dans ce sens-là. Voilà. Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, ok, en fait, la meuf, elle est capable de tout gérer. En fait, en gros, c'est Wonder Woman, quoi, tu vois. Donc, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Wonder Woman. Non, donc il fallait Wonder Woman, ça n'existe pas. Voilà, professionnellement, il a fallu que je réfléchisse à ça aussi. Tu vois, alors dans un de tes podcasts justement, j'avais je sais plus qui t'avait interviewé et vous parliez, c'était dans une histoire de daron où on pouvait faire le choix des enfants ou de la carrière. En fait non, moi j'ai pas ce choix-là. Il y a des postes qui me plairaient beaucoup, mais je sais que ça veut dire rentrer tard le soir, ça veut dire ne pas être disponible forcément le week-end et en fait je peux pas. Ok. Ouais. Ou alors t'es obligé de mettre ta vie de maman de côté, quoi. C'est-à-dire de faire comme j'imagine d'avoir tout un une armée de babysitters qui s'occupe de ta môme quand elle rentre le soir, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est ça dont j'ai envie pour ma fille et pour moi? Et pour toi aussi? Non. Ouais. Et ok. Waouh. Et en fait, le truc que je me dis, c'est peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, mais en fait, peut-être qu'en fait c'est. Attends, je vais reformuler ma question autrement. Est-ce que c'est pas à ce moment-là, en fait, qu'on touche, tu vois, du doigt cette envie, enfin, tu vois, Oh. Pardon, Antoine, je suis en train de galérer. Est-ce que tu peux couper ce morceau? Pardon. Est-ce que c'est pas à ce moment-là, tu vois, qu'on touche du doigt la jeune Lise, tu vois, qui se demande si elle veut avoir des enfants ou pas, tu vois, et de te dire, t'es en train de choisir, t'es obligé de choisir entre carrière et enfant, quoi, tu vois. Et en fait, est-ce que même si t'avais, tu vois, quelqu'un qui, dans ta vie, un mec, un papa, qui pourrait s'occuper de tes mômes,
tu serais à l'aise aussi pour te dire, ok, en fait, j'ai envie d'avoir une grande carrière et j'ai envie de bosser le week-end, les jours fériés, etc. Oui, ça je c'était ferais, compatible. Ouais, c'est un truc que tu ferais. Ouais, c'est ce que je faisais avant qu'on soit séparés, Ouais. en fait. Ah oui, donc tu passais du temps sur ton boulot, quoi. Ouais. Tu y étais à fond, quoi. Et Mhm. t'avais pas de culpabilité pour le coup. Non, parce que alors j'adorais pas tout de mon boulot, mais une certaine partie que vraiment Ouais. j'ai adoré. Et non, parce qu'elle était avec son père, donc voilà, il y avait quelqu'un pour s'occuper d'elle. Que là, il faut que je m'occupe seule de sa santé, donc tous les rendez-vous médicaux, de sa scolarité, donc suivre tous ses devoirs, enfin de tout en fait. Et t'as plus de contact avec, t'as pas de contact avec le papa, en fait. Si, on en a un peu, on a commencé une médiation. Ok. Voilà, comment dire, il serait ok pour la prendre un week-end sur 2 et les petites vacances, mais j'attends de voir comment ça va se passer. Je suis pas sereine par rapport à ça. Ok. Je suis obligée de prévoir un plan B au cas où il la prend pas. Ah ouais. Bah ouais. Ok. Parce que je me disais, est-ce que c'est pas, si tu lui dis, sans doute c'est une connerie, hein, tu vois, mais je suis un peu naïf, moi, tu vois. C'est juste que je suis aussi, moi, tu vois, dans cette position où mes filles vivent à 300 bornes. Bon, elles sont plus grandes que les tiennes, hein, mais mes filles vivent à 300 bornes. Et en fait, mais bon, je suis présent et tu vois, je suis dans le game, quoi, tu vois. Et je me dis, est-ce que si tu vas le voir en lui disant, bah gars, en fait, il faut s'occuper des rendez-vous médicaux et en fait, je te refile tous les rendez-vous médicaux, tu te sentirais pas à l'aise pour lui refiler, quoi. Et lui-même, ça l'intéresse pas. Non, mais comment tu veux que je lui refile les rendez-vous médicaux? Bah, j'en sais rien, moi. Non, je peux pas. En étant plus dans la vie de cet enfant. C'est un truc ça l'intéresse pas. Ah non. Non, Ok. non, je crois que je devrais. Il apprendrait pas et hop, débrouille-toi avec ses rendez-vous médicaux. Et en fait, parce que tu vois, là, tu me racontes ton histoire. Moi, ce qui me frustre, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour lui entre le moment où il avait l'air d'être un super papa pendant les premières années de la vie de ta fille et que là, il a disparu. Tu sais pas? Non, il a vrillé. C'est Ok. la seule explication que j'ai. Ça te frustre pas de pas avoir d'explication? Non, parce que j'ai lâché là-dessus. Ok. Voilà. Ok. Non, je t'avoue que moi, ça me frustre. Je suis frustré à ta place, là, je me dis, mais comment c'est possible que le gars, il était à fond et puis que là, maintenant, ça l'intéresse Ah oui, plus, quoi. non, mais il a fallu que je prenne beaucoup de distance et que je lâche beaucoup là-dessus parce qu'il m'a fait des sacrées crasses aussi. Donc, voilà. Ok. Ce qui est complètement. Moi, ce qui me choque le plus, c'est au bout de 18 ans, quand même, de vie commune, j'ai passé la moitié de ma vie avec lui. C'était vraiment l'homme de ma vie. Je l'aimais. Et que ça se passe comme ça maintenant, tu fais waouh! Et surtout, tu sais pas pourquoi. Non. Ok. Je crois que mon cerveau, vraiment très rationnel, tu vois, est là, mais moi, je voudrais comprendre pourquoi. Après, je comprends que tu te sois dit, ok, bon, j'aurais pas d'explication, en tout cas pas tout de suite. Non, et puis je veux pas me faire de mal par rapport à ça non plus. Comment tu l'envisages, en fait, parce que je me dis, ok, il y a un moment donné où ta fille, elle va être un peu plus autonome, un peu plus indépendante, tu vas pouvoir retrouver une forme de vie. Comment tu te l'envisages, cette vie-là, d'ici là? Tu te dis juste, ok, j'ai encore un long tunnel. Je me dis, bon, j'ai encore 10 ans, moi. 10 ans? Jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Oui, ok, dans ce sens-là. Ouais. Bon, après, tu vois, d'ici quelques années, elle pourra se démerder un peu toute seule, quoi. Peut-être même qu'elle aura plus besoin de toi. Elle dira, hey, maman, je sais pas, j'en suis pas encore. Là, t'as plus d'expérience que moi dans les ados. Ouais, t'es pas encore là-dedans. Non. Tu te projettes pas du tout. T'es juste dans le quotidien et de... J'essaie de me projeter et de voir quel chemin de vie je vais prendre, quel métier je vais faire. Parce que là, je suis en location, j'aimerais bien acheter, mais tant que je suis pas divorcée, je peux rien faire. Enfin, ça c'est compliqué aussi. Tant que t'es pas divorcé, tu peux pas forcément. Oui, je peux pas acheter. Tu peux pas acheter. Ouais. Et puis je me tape encore des sacrés boulets aussi parce qu'on avait un appartement en commun, en location. Un très mauvais investissement.
Tu veux dire dès le départ. Je le Tu savais. veux dire l'investissement en tant que tel ou... C'était un très mauvais investissement dès le départ. Je le savais, mais par amour, tu vois, j'ai dit oui. Faut pas dire par amour, faut pas. Ah, oubliez l'amour, d'ailleurs, voilà. Le conseil de Lise aujourd'hui, c'est l'amour, laissez tomber, quoi. Quelle connerie. Non, mais quand on fait un investissement à long terme sur 20 ans, faut pas le faire par amour. Faut vraiment, je pense que, en même temps, voilà, je l'ai fait à l'époque, j'étais heureuse de lui faire plaisir, en fait. Ok. Mais t'avais toi en tête que c'était un mauvais investissement, Ah oui, c'est ça? bah ouais. Clairement, ça se voyait dès le départ, Ok. c'était pas bon. Oh la vache. Mais Est-ce que c'est une bonne idée d'investir, tu vois, dans un appart et de te dire, ok, on a un peu d'argent. Tout à fait, Ça mais permettra de encore pouvoir faut-il payer les investir dans le bon appartement. Oui, ça j'avoue. Mais bon, je me suis dit, bon, au moins, il aura un truc, il sera focalisé là-dessus, mon ex-mari, il mettra de l'argent là-dedans, c'est pas de l'argent qui partira dans... Même si c'est un mauvais investissement, tant pis, mais voilà, ça partira pas dans autre chose. Sauf que maintenant, c'est moi qui paye tout, toute seule. Ah oui. Je comprends que tu sois en colère. Merci. Ouais, j'essaie de pas être trop dans, comment dire, dans le ressenti ou dans, ah oui, je suis en colère, mais j'essaie dans l'amertume, tu vois, de pas être trop amère par rapport à ça, d'essayer de garder l'espoir que oui, l'amour c'est bien. Mais bien sûr que l'amour c'est bien. Ouais, mais en ce moment, c'est pas du tout le Oui. retour que j'ai. Donc forcément t'es pas prête, tu vois, à t'ouvrir à une nouvelle histoire, quoi. Et je comprends en plus, tu vois. Bah si, je suis prête à mourir une nouvelle histoire. Bah si tu trouves que l'amour c'est pas bien, non, désolé, t'es pas Non, prête. non, l'amour c'est chouette, parce que j'en ai eu la preuve, j'ai vraiment vécu une très très belle Ouais, histoire bien d'amour. sûr. Mais là j'ai... Mais t'as pas fini en fait, tu vois. Bah non, mais T'as ça pas me fini saoule, ton ancienne histoire. Mais si, pour moi dans ma tête c'est fini. Bah non, t'as même pas divorcé. Ouais, mais j'y peux rien, ça. C'est, Oui, je sais ça, que- c'est administrativement. Oui, je sais c'est pas bien. divorcé, mais dans ma tête, je suis célibataire, divorcé. Hop, mon alliance, je l'ai jetée. Enfin, je l'ai pas jetée, je me suis fait voler, mais. Bien dit donc. mais Parfois, vraiment, la vie. Ouais. Tu t'es fait voler ton alliance. Ouais. Ça m'a pas traumatisé. Ouais, j'imagine. Mais ouais, je comprends que tu sois en colère et je comprends que tu te dises, mais ok, mais pourquoi tout ça me retombe dessus? Et d'un autre côté, bah il y a ta fille, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler dans cette interview? Non, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est... Ouais, attends, je réfléchis. Tu sais, il y a un truc dont tu m'as parlé, c'est que tu m'as dit dans ton mail, je crois que c'est un super message à passer, c'est qu'en fait, justement par rapport à cette idée de normaliser les mamans solo et de la vie des mamans solo, etc., c'est que peut-être les gens autour d'eux ont des mamans solo et Voilà, que c'était ça, ouais. sans doute ça vaut la peine d'aller voir comment ça se passe pour elles, de peut-être leur proposer de l'aide. Et juste de garder les enfants une après-midi ou une nuit, ça fait tellement bien. Et toi, tu disais que t'étais arrivé comme ça à te monter un peu une équipe autour de toi, Ouais, c'est ça, de gens qui te... mais j'ai la chance, ma fille est très sociable. Donc du coup, elle se fait plein de copines. Je me fais des copines avec les mamans de Ouais. ses copines. Et puis oui, comme ça, les copines viennent à la maison. Elle va dormir chez des copines. Donc oui, ça soulage. Mhm. Hmm. Est-ce que t'as des anecdotes ou des trucs à raconter qui pourraient illustrer ta vie de maman solo, quoi? C'est quand t'arrives le soir que t'es fatigué et que t'as pas le choix, faut faire à manger. Donc où la lessive elle se fait pas toute seule non plus. Donc et il y a des moments où t'aimerais bien avoir quelqu'un, tu vois, qui fasse juste une petite lessive. Ouais. Bah non. T'as pas pensé, tu vois, à prendre une étudiante ou un truc comme ça chez toi? J'ai une étudiante qui vient faire du ménage de temps en temps et qui me soulage un peu, surtout au niveau du repassage. Je déteste le repassage. Non mais tu sais, une au pair par exemple. Que tu ferais venir de l'étranger, que tu... Ouais. Je sais pas si t'as une chambre de plus, tu vois. Dans Si, j'ai une chambre de plus, mais j'aimerais pas vivre avec une autre personne, en fait. Ah, ok. Clairement. Je comprends. Que ce soit un truc. Ouais, non. Non. Ok. Non, mais écoute, moi c'était un petit truc que je lance comme ça parce qu'on a eu des au pair Mhm. quand je vivais sur Paris et c'était vraiment cool.
À la fois pour les filles et je crois pour mon ex-femme qui vivait là la semaine, quoi. Merci beaucoup, Lise. Merci à toi. Merci beaucoup. Et ouais, effectivement, allez toquer, allez voir les mamans solo autour de vous pour peut-être leur filer des coups de main, quoi. Ouais, cool. et puis comprendre que aussi ça coule pas de source, quoi. C'est pas parce que on est une femme que on a ce truc inné de savoir s'occuper des enfants et que c'est notre devoir sacré. Non. Bah oui. Et Ouais. la grande spécialité de ce métier, c'est que souvent, quand on coupe le micro, après, il y a les langues qui se délient. C'est souvent c'est un peu la frustration de tous les gens qui font des interviews. Ouais, je te disais, juste après avoir terminé, et c'est pour ça que j'ai remis, c'est que moi, il y a un peu un truc qui me frustre dans ton histoire, c'est que je ne comprends pas pourquoi ton père, pourquoi le père de ta fille est passé de, j'ai l'impression, un père hyper investi dans la vie de ta fille, etc., à, en fait, non seulement, la meuf dégage, et en fait, la fille dégage avec. Enfin, je trouve ça complètement fou, quoi. Je me demandais à quel point, tu vois, ce qu'il avait vraiment fait vriller, et tu me disais que de ce fait-là, les gens avaient tendance un peu à pas te croire, c'est ça? Oui, ou avoir un regard sur moi en se disant c'est peut-être elle qui va pas bien, en fait, c'est peut-être elle qui a dû faire un truc et qu'elle le dit pas, sauf que, et ça c'est dur pour moi, tu vois, c'est encore ça te rajoute dans le panier, mais quoi. Carrément, ça m'en rajoute dans le panier, et surtout dans les rencontres que je peux faire dans les dates. Ah bah ouais, clairement. Non, j'y suis pour rien. Je l'ai pas choisi. Donc ne me jugez pas en plus là-dessus, quoi. Alors si t'as choisi le père de ta fille, mais oui, t'as pas choisi. J'ai pas choisi cette situation-là et ce qui s'est passé. Et alors, mais peut-être que j'en ai une part de responsabilité là-dedans, parce que dans un couple, on est deux. Hein. Alors, pour moi, il y a toujours 50-50, mais oui. En fait, il y a peut-être un peu plus d'un côté ou d'un autre, si tu veux. Mais et j'aimerais bien le comprendre, oui. mais non, j'ai pas d'éléments de réponse là-dessus. T'as déjà essayé? C'est trop tard, tu crois que ça... Ah, mais j'ai essayé de discuter avec lui. J'ai même forcé sa porte pour aller discuter avec lui. Mais non. Ok. Les mecs. Ouais, et ça c'est dur pour moi parce que je vois dans le regard des gens, alors pas de mon entourage proche, parce que là pour le coup j'ai vraiment une famille qui est vraiment au sens large très bienveillante là-dessus, mais chez les personnes que je rencontre qui me connaissent pas et qui je peux raconter ça, je vois dans leurs yeux ou dans leurs échanges, mais t'as fait quoi, meuf, pour qu'ils fassent ça? Rien en fait. Mais je sais pas. T'as juste marié un gars qui a du mal à gérer ses émotions, quoi, tu vois, et qui a du mal à... Je sais pas. J'en ai rien. Je sais pas. Ouais, putain, ça me fait vriller. Je me dis que je sais pas comment tu fais. Mais effectivement, ça en rajoute dans ta calebasse, quoi, j'imagine. Bah oui, et c'est lourd à porter. Ok, merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.